Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation des bonnes pratiques autour du patch organisé par la société Ivanti. Aujourd'hui, nous allons voir différentes méthodologies et surtout la manière la plus efficace de gérer les vulnérabilités système et forcément les patchs et les correctifs associés avec les technologies d'Ivanti, mais pas que, on va plutôt aborder les bonnes pratiques autour de la gestion du correctif, autour du déploiement des correctifs, avec les différentes étapes à suivre pour arriver à un succès relativement important sur un taux de déploiement et surtout tout simplement pour diminuer les vulnérabilités. Sur la société Ivanti, donc c'est une intégration de différentes sociétés. La plus connue d'entre toutes était certainement Landesk, en tout cas en Europe, voire en France. Sur les technologies de patch management, on a deux sources principales. Une qui s'appelle Shavlik, dont Marc Shavlik était le principal acteur de la solution Windows Update, donc est un consultant qui travaille pour Microsoft. Et en bas, donc, on voit les solutions PatchLink, qui sont des solutions, au contraire, multiplateformes et pas intégrées uniquement sur les plateformes Microsoft. Et Shavlik et PatchLink étaient les deux acteurs, on va dire, des années 2000, à l'époque où le patch management avait le vent en poupe suite au virus Blaster, Slammer sur les bases de données SQL. Donc Shavlik et PatchLink étaient les deux acteurs majeurs de cette technologie de patch management. Et aujourd'hui, Ivanti est devenu le leader avec plus de 45 millions d'assets gérés au niveau du patch management, au niveau de la gestion des assets et des vulnérabilités. Donc quelques statistiques avant de démarrer sur le comment est-ce qu'on va faire, on va plutôt démarrer par le pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire du patch. On a besoin de faire du patch tout simplement parce que des vulnérabilités existent. Les vulnérabilités sont en grande majorité corrigées par les éditeurs. Le problème, c'est que ces correctifs ne sont pas forcément déployés dans un temps suffisamment court pour éviter les attaques. Et en fait, il y a beaucoup de vulnérabilités qui existent sur les systèmes d'information, alors que les correctifs de sécurité qui vont pallier ces vulnérabilités existent. C'est juste que les correctifs ne sont pas appliqués. Donc on va voir aujourd'hui comment diminuer le temps d'application des correctifs pour être de plus en plus efficace dès la publication du correctif et notamment la publication de la vulnérabilité. Donc on va voir un petit peu comment est-ce qu'on va mettre ça en place. Et puis une statistique qui est importante parce que au fil des années, on discute avec beaucoup de clients qui ont beaucoup de cas d'usage particuliers. Et quand on pose la question du patch management, souvent les clients nous disent non mais nous on est équipés, on a du WSUS, pour certains ils ont du SCCM, et en fait ils pensent, malheureusement c'est pas le cas, mais ils pensent être relativement autonomes et relativement sécurisés au niveau de la gestion des vulnérabilités système. Ce qui n'est pas forcément faux sur la partie WSUS, on a une partie, je dis bien une partie du catalogue Microsoft, parce que c'est pas 100% des produits Microsoft. Et voilà, WSUS est intégré dans le système Windows Update, il est intégré dans l'ensemble des produits Microsoft. Mais on oublie souvent, en plus des patchs système, de parler des patchs applicatifs. Et on a une statistique qui est parlante, c'est que 86% des vulnérabilités, donc pour parler couramment des CVE, des Common Vulnerability Exposure, sont liés non pas au système, mais sont liés aux applications qui tournent sur le système. Donc finalement à l'environnement autour du socle, autour du poste de travail ou autour du serveur, à l'environnement applicatif qui va s'exécuter sur le système. Et puis surtout, on voit que ces vulnérabilités sont de plus en plus critiques, mais surtout qu'elles sont de plus en plus exploitées et surtout de plus en plus rapidement. Donc on voit, alors c'est une slide qui a été fournie dans un rapport Fortinet, qui n'est pas vieux, hein, qui date de 3 ou 4 semaines. Ce rapport montre que de plus en plus de vulnérabilités critiques sont exploitées. Et alors ce qui manque sur cette slide-là, c'est le ratio temps. On l'a vu avec les failles Eternal Blue et les exposures, notamment WannaCry, enfin les ransomware WannaCry et NotPetya ou Petya, comme on l'appelle comme on veut, mais en tout cas les différents ransomware qui sont arrivés.
Depuis 2013, forcément, ce nouveau type de malware a fait des dégâts. Et en fait, tout simplement, ces ransomware ou ces malwares s'exécutent en tant qu'administrateur, avec des droits d'administrateur, en exploitant des vulnérabilités connues, qui sont patchées, dont le patch est disponible. C'est juste que le patch n'est pas appliqué, donc la vulnérabilité est toujours là. Ça a été le cas avec WannaCry, on l'a vu avec Saint-Gobain, on l'a vu avec Maersk. Ce sont des coûts derrière phénoménaux. Hein. Saint-Gobain, c'est comme 250 millions de manque à gagner, c'est pas de la perte, mais c'est du manque à gagner, tout simplement parce que les systèmes n'avaient pas été patchés en temps et en heure. Donc forcément, une fois que WannaCry s'infiltre dans la première des vulnérabilités et se diffuse par le réseau à l'ancienne, bah forcément on a un nombre de systèmes relativement important qui va être touché. Et puis des effets, des impacts très importants par la suite. Et notamment cet impact, on le retrouve dans une formule de calcul. Alors, faire des maths à 10 h du matin, c'est pas forcément simple, mais cette formule est assez simple. La multiplication de 3 facteurs, voilà, c'est le risque, la multiplication de 3 facteurs, et rappelez-vous au cours de CM2, la multiplication d'un facteur nul, forcément, inclut un résultat nul. Donc l'idée, c'est d'agir sur un de ces 3 facteurs-là, d'agir sur la menace, c'est pas possible, hein. Aujourd'hui c'est le boulot des États, c'est le boulot du FBI. D'agir sur l'impact, c'est compliqué parce qu'on va pas couper des serveurs de prod ou arrêter un serveur de production, tout ça, parce qu'il y a un risque important. Donc le seul facteur sur lequel je vais pouvoir agir, c'est la vulnérabilité. Et en fait, c'est relativement simple, encore une fois, c'est une formule de calcul mathématique. Donc la vulnérabilité, si j'élimine la vulnérabilité en appliquant le correctif, j'élimine le risque associé à la vulnérabilité. C'est une formule de calcul mathématique. J'ai pas de vulnérabilité, j'ai beau avoir une menace très grande, un impact très grand, j'ai pas de risque associé parce que j'ai pas de vulnérabilité. Et forcément, plus je diminue ma vulnérabilité, et plus je vais diminuer le risque associé. Donc quand on parle de vulnérabilité, on parle, alors nous on parle de patch, mais quand on parle de vulnérabilité, c'est finalement c'est une exposition à un risque informatique. Et la vulnérabilité suit souvent, on va dire, enfin notamment avec la publication du patch qui va avec, mais elle suit tout souvent un chemin assez courant. Dès la découverte, alors soit par des cabinets spécialisés, soit par des groupes de pirates, hein, ce qu'on appelle des black hats, on va avoir une faille qui va être découverte, une vulnérabilité qui va être découverte. Cette vulnérabilité va être normalement très rapidement classifiée par l'éditeur du logiciel en question, va être résolue, et c'est là que les soucis commencent, c'est qu'on va publier le correctif qui bouche le trou laissé par la vulnérabilité. Et le problème des clients commence aujourd'hui souvent dès la publication du correctif. Parce que dès qu'on publie le correctif, on a les informations sur l'ensemble des vulnérabilités qui sont associées à ce correctif-là, et du coup, l'ensemble on va dire des black hats et des pirates et des éditeurs de code malveillants de la planète vont se focaliser, notamment si ce sont des patchs Microsoft, des patchs système ou des patchs Adobe sur des applications très répandues. Donc, nous, on va vous aider à partir du moment où le correctif est publié. C'est-à-dire que dès que le correctif est publié, on va vous aider à faire une analyse d'impact associée au risque, associée à la vulnérabilité, tout simplement en manière assez grossière, en scannant le réseau, hein, en scannant les systèmes qui vont être impactés, puis à la recherche de vulnérabilité. On va vous aider à qualifier le patch sur votre base installée, donc vraiment dans votre environnement, et on va vous aider à remédier forcément en déployant le patch de manière globale sur l'ensemble du parc. Ça, on va dire que c'est les 4 grandes étapes. C'est dès la publication de correctif, il faut que je fasse mon analyse d'impact, il faut que je qualifie, et il faut que je déploie de manière globale, qui doit être au maximum conseillé, en tout cas de 3 semaines. Parce que 3 semaines après, donc les patchs Tuesday, alors notamment sur les patchs Microsoft, les patchs Tuesday, c'est les 2e mardis du mois, ce qui veut dire que dès le 2e mercredi du mois, il faut que je commence mon analyse d'impact, voire il faut que je commence à tester le patch sur mon environnement de pré-production ou de qualification, et que je fasse ensuite relativement rapidement un déploiement à très grande échelle du ou des patchs qui ont été publiés dans le patch Tuesday. Donc Ivanti est là pour vous aider sur les 3 grandes étapes en fait. Vous aider à analyser les vulnérabilités, à faire l'analyse d'impact, et surtout à vous apporter de la visibilité. Ce qui manque cruellement, et ça on le voit en discutant avec les prospects et les clients de Ivanti, qui ont vraiment vu le changement
avant et après être parti en production. Ce qui manque avec les outils on va dire de gestion de patch traditionnels, hein, Microsoft, soit WSUS ou SSM pour ne pas le citer, ce qui manque avec ces produits-là, c'est du reporting. C'est de l'analyse en temps réel ou en tout cas même en décalé, hein, c'est compliqué d'avoir cette information. Combien de machines sont impactées, combien de patchs manquants, voilà, combien j'ai de vulnérabilités sur mon parc, quel est le type de machine et surtout quel est le niveau d'exposition de mon parc global pour un patch donné. Si on prend le cas de la MS17010 qui était la faille utilisée par WannaCry, il y a énormément de clients qui utilisaient uniquement du WSUS voire du SCCM qui n'avaient pas forcément de visibilité sur savoir si le patch était vraiment appliqué ou pas et surtout sur combien de systèmes est-ce qu'on avait vraiment la vulnérabilité. C'est-à-dire sur combien de systèmes il fallait qu'on fasse un déploiement de correctifs manuels ou automatisés. Et forcément derrière on va vous aider à déployer les correctifs de manière industrielle, de manière automatisée ou de manière planifiée, un peu plus souple, un peu moins rigide pour les utilisateurs, mais qui va s'adapter à votre business et surtout qui va s'adapter au rythme de travail de l'utilisateur. Donc notre expertise, elle est à deux niveaux. Elle est au niveau de la recherche de la vulnérabilité. On va, pour chaque patch, fournis par les éditeurs. Donc aujourd'hui, on supporte une centaine d'éditeurs, hein, plus une dizaine de systèmes d'exploitation. Microsoft forcément, mais pas que, hein, forcément tous les éditeurs les plus vulnérables. Et puis des éditeurs, on en rajoute aujourd'hui à peu près 1 à 2 par mois. Alors je vous montrerai des exemples d'applications, mais voilà, aujourd'hui on rajoute entre 1 et 2 éditeurs par mois. Et dès qu'on inclut un éditeur, on l'inclut dans ce process de recherche de vulnérabilité. Donc ça, c'est les laboratoires d'Ivanti. Hein. Je fais souvent le parallèle avec des éditeurs antivirus qui vont avoir leur laboratoire d'analyse de virus. Nous, on a la même chose, mais avec un laboratoire d'analyse de patch. Ça commence, dans la grande majorité des cas, par la publication et la récupération du patch qui a été fourni par l'éditeur. Donc pour certains éditeurs, pas tous, mais pour certains éditeurs, on va dire les plus gros, notamment Microsoft, Adobe, Oracle, enfin Oracle Sun et Java, on récupère le patch en avance de phase. Ou alors pour d'autres produits, comme des produits open source, ou pour les navigateurs, par exemple, on n'a pas d'accord particulier avec cet éditeur-là, donc on va récupérer le patch dès la mise à disposition par l'éditeur. Donc on récupère ce patch-là, et on va analyser ce patch-là dans un écosystème de machines. Donc aujourd'hui, on a entre 1500 et 2000 machines, hein, ça dépend du type de patch qu'on va analyser. On va tester le correctif dans cette plateforme, dans ce gros laboratoire de machines. Dans ce gros laboratoire, on va avoir différentes plateformes, on va avoir différents systèmes d'exploitation, différentes langues, différents écosystèmes applicatifs. Et en fait, on va installer le patch, on va vérifier que le patch s'installe et se désinstalle correctement. Donc ça, c'est déjà la première chose. Si jamais il y a un problème au niveau du patch, on avait notamment des cas d'usage avec des patchs.net de Microsoft qui ne demandaient pas a priori de redémarrage, mais qui en fait à la fin d'installation, qui redémarraient le poste sans avertir l'utilisateur. Donc ça, voilà, c'est des comportements qu'on va être capable de détecter. Donc c'est de l'analyse du comportement du patch, mais surtout on va être capable de détecter les changements. Donc s'il y a un changement dans une version d'une DLL, dans une version d'une clé de registre, on va être capable d'analyser ce changement-là en fonction de la plateforme, en fonction de la langue, en fonction de tout un tas de choses. Et en fait, cette analyse du changement va nous permettre de créer ce qu'on appelle le fingerprint, en fait l'empreinte du changement du patch. Et en fait, c'est relativement simple, c'est qu'un patch qui ajoute une DLL, qui change une DLL parce qu'il y avait une vulnérabilité dans cette DLL-là, plutôt que de savoir que la version du logiciel est dans la version 15.01 build 223, on a juste besoin de savoir quelle est la version de la DLL impactée. Si c'est la version N-1 de la DLL, on sait qu'il y a une vulnérabilité. Si c'est la version N, on sait que la vulnérabilité n'est pas présente. Donc on va faire, en fait, ce fingerprint, on va le faire au niveau de la base de registre, on va le faire au niveau de la DLL, on va le faire au niveau de la présence de fichiers, et on va créer ensuite derrière les définitions en ajoutant des notes de version pour tout simplement cibler les DLL, alors forcément on va rajouter les release notes si c'est des patchs recommandés ou des patchs sécurité qui incluent des mises à jour fonctionnelles, on va ajouter les release notes de l'éditeur, et puis on va ajouter aussi des informations complétées par nos experts. C'est-à-dire qu'avec l'analyse de changement, avec la création du fingerprint, nous, on va apporter notre expertise sur la gestion des patchs. Alors, on ne le fait pas forcément pour tous les patchs, mais ça nous arrive très souvent d'ajouter, par exemple, des informations sur le déploiement, des informations sur les changements de version, ou sur des déploiements particuliers qui nécessitent des redémarrages particuliers, où le patch doit être passé tout seul, par exemple. Parce qu'on a vu que dans l'analyse du changement, on avait des difficultés à passer ce patch-là avec d'autres. Et puis on va créer le fichier de définition. Donc comme un éditeur antivirus va vous fournir le fichier de définition de ces virus plusieurs fois par jour,
Nous, on va le faire, alors pas plusieurs fois par jour, mais plusieurs fois par semaine. Et on fait ça en moyenne pour 1500 à 2000 patchs par mois, ça dépend des mois. Donc les patchs, voilà, tous les patchs operating system, donc forcément tous les patchs UZ de Microsoft vont être inclus là-dedans, mais aussi une centaine d'éditeurs d'applications tierces. Et on fournit ce format, cette publication des définitions, format XML sur nos clients. Et tous les clients Ivanti, aujourd'hui, vont être capables de venir récupérer ce fichier de définition pour l'intégrer dans leur système de gestion et pour faire l'analyse d'impact très rapidement dès la publication quasiment du correctif. On n'a pas de SLA particulière, mais en moyenne, on va fournir le patch entre 4 et 48 heures après la publication du patch. Donc c'est pas parce qu'on a un workflow important au niveau de la publication des définitions qu'on va mettre 3 semaines à traiter le patch. En moyenne, c'est voilà, sous 48 heures, on va fournir le patch, surtout si c'est un patch critique sur des applications comme Chrome, Adobe Reader ou d'autres patchs de ce type-là. Donc, à l'intérieur de ces définitions, il y a le fingerprint, qu'est-ce qu'on va rechercher, il y a finalement la règle de détection, il y a le package, donc le package, on ne le fournit pas, ça veut dire qu'on fournit qu'un lien de téléchargement vers le site de l'éditeur. Il n'y a que certains éditeurs pour lesquels les patchs ne sont pas publics qu'on va héberger chez nous, mais ce n'est pas la grande majorité des cas. Si on prend les patchs Microsoft ou les patchs Adobe ou les patchs Oracle, on va les chercher directement sur les sites des éditeurs. Ce qui nous permet aussi d'éviter les contrôles d'intégrité, où les contrôles d'intégrité sont ceux faits par l'éditeur et pas les nôtres. On va fournir des commandes d'installation, si c'est un MSI, si c'est un MSU. On va fournir des attributs, on va fournir des scripts d'installation de post-déploiement notamment, pour éviter, voilà, après dans les métadatas, on va dire quelle est la plateforme, quelle est la langue, pour envoyer que les définitions de patch à la machine. Ça veut dire si c'est une machine Windows 10 en français, je ne vais pas lui envoyer les patchs, les règles de détection pour les Windows Server en anglais. Ça n'a aucun intérêt, donc je vais envoyer à chaque machine uniquement les définitions de patch qui l'intéressent. Côté serveur, je vais tout récupérer, mais côté machine, je ne fais que le strict minimum sur la machine pour rechercher uniquement les produits nécessaires. Donc finalement, le workflow est quand même assez simplifié parce qu'on va déjà s'occuper de faire tout un tas de choses au niveau de l'analyse, au niveau de la publication, au niveau de la détection, au niveau de l'analyse d'impact. Tout ça peut, et dans la grande majorité des cas, chez nos clients, va être automatisé. Donc on va récupérer les patchs, on va les analyser, on va fournir le fichier de définition de vulnérabilité et de patch à tous nos clients. Donc ça va se faire de manière standardisée. Par défaut, le fichier va être téléchargé soit à chaque lancement de la console, soit une fois par jour. On va aussi scanner régulièrement les machines, quel que soit le système d'exploitation, que ce soit du Windows, qui est quand même dans la grande majorité des cas les projets de patch aujourd'hui, mais aussi du Linux. On a de plus en plus de clients dans le monde industriel, dans le monde bancaire, dans le monde de la pharma, qui ont besoin de scan Linux ou de scan Mac, donc on va être capable de gérer ça quel que soit le système et la plateforme derrière. On va analyser l'impact quasiment en permanence, on va analyser l'impact, on va rechercher les vulnérabilités, et on va piloter le déploiement du patch depuis la console. Mais surtout, avant ça, je vais remonter l'information, ça veut dire que je vais savoir sur quelle machine et en temps réel, est-ce que j'ai des vulnérabilités? C'est-à-dire que c'est très important, cette notion de dashboard et d'information en temps réel, notamment en cas d'attaque et en cas de déploiement quasiment immédiat du patch derrière. Il faut que je sache sur quelle machine est-ce que j'ai absolument cette vulnérabilité, et sur quelle machine est-ce que j'ai besoin de ce patch-là. Donc je vais supporter encore une fois toutes les plateformes. Je vais supporter le Windows. Alors l'avantage du Windows, c'est qu'on va pouvoir le supporter même sans agent. Donc on a une technologie qui vient du produit qui s'appelait Shavlik à l'époque. Encore une fois, c'est la technologie qui a été incluse par défaut dans Windows Update. Donc en fait, l'agent, c'est les composants de Microsoft. On utilise les services RPC, les Remote Registry. On peut le faire avec un agent, mais on peut le faire aussi sans agent. Et ça, c'est une grosse valeur ajoutée, notamment sur la partie serveur. Et puis on va pouvoir le faire sur Linux, sur Solaris, sur HP8, sur Mac, sur tous les environnements qui vont être supportés par un éditeur. Donc pas de community support au niveau des distributions Linux, mais par contre je vais faire du vendor support, donc du CentOS par exemple, du Red Hat, du Ubuntu, mais pas de Debian et pas de Fedora, parce que ce sont des distributions community support. Mais sur toutes les autres plateformes, vous êtes capable de faire cette analyse d'impact, et forcément derrière, de télécharger le patch depuis le serveur de l'éditeur directement, donc le patch va être téléchargé depuis ma plateforme et va être publié sur mes machines, avec ou sans interaction avec l'utilisateur.
Parce que si c'est un poste de travail, je vais pouvoir demander à mon utilisateur, histoire de ne pas trop le déranger dans son travail quotidien, savoir s'il veut l'installer maintenant ou plus tard. Et puis au bout d'un moment, voilà, je lui dis, voilà, ça fait une semaine que je te demande d'installer le patch, maintenant je te laisse plus le choix, tu installes le patch et tu redémarres dans la foulée. Au contraire, tu installes le patch et tu redémarres quand tu veux. Et puis sur la partie serveur, je peux même aller taper sur les bases de données, je peux aller taper sur les plateformes virtualisées, je peux aller même faire du scan sur des machines dormantes pour aller scanner les templates de machines, par exemple sur les environnements VMware, je vais être capable de scanner mes templates et derrière de venir patcher ces templates-là. C'est-à-dire que la prochaine machine virtuelle qui va utiliser ce template-là va déjà être à jour. Ça me simplifie aussi mon travail d'exploitation au quotidien et notamment ça me réduit les temps de mise à disposition des plateformes pour mes clients internes ou pour mes clients si je suis un partenaire en mode MSP. Donc quand on parle de visibilité, voilà, ça c'est un exemple de visibilité qu'on va être capable d'apporter à nos clients. Donc cette visibilité, alors après les dashboards sont personnalisables, hein, c'est un outil qui s'appelle Ivanti Extraction, qui est un outil de dashboarding, donc vous allez pouvoir faire les vues que vous souhaitez, donner les accès que vous souhaitez à vos collaborateurs, avoir des accès DSI, avoir des accès RSSI, avoir des accès pour la sécu, avoir des accès pour l'exploitation. Et en fait, chaque utilisateur va potentiellement avoir les vues, va personnaliser les vues par défaut comme il le souhaite. Il va pouvoir créer ses propres dashboards. Ces dashboards sont très importants parce que ça va me permettre de mettre l'emphase au niveau de mon analyse d'impact. Donc ça, c'est vraiment l'analyse d'impact, hein, c'est vraiment le résultat de l'analyse d'impact. Et ça va me permettre de mettre l'emphase, là, en l'occurrence, j'ai besoin de mettre l'emphase sur mes machines CentOS, parce que je vois que j'ai quand même plus de 14 000 patchs manquants sur mes informations CentOS. Après, sur mes dans la vraie vie, on voit plutôt la même chose, mais sur la partie Microsoft, et surtout multiplateforme et multi-applications. C'est-à-dire, je vais avoir les patchs système, je vais avoir les patchs applicatifs, et depuis cette vue-là, je vais avoir vraiment l'analyse d'impact en temps réel, je vais créer mes dashboards qui vont. On reviendra sur cette partie de dashboarding à la fin de la présentation. Quand on parlait des bonnes pratiques, hein, c'est quand même le but de cette présentation aujourd'hui, les bonnes pratiques, on va dire de manière globale, hein, que ce soit en utilisant les produits Ivanti ou pas, c'est de réaliser très rapidement, après la mise à disposition du patch, donc déjà récupérer alors si on parle de signature avec les outils Ivanti, forcément c'est automatisé, mais juste de savoir qu'il y a un patch disponible, c'est déjà la première étape du workflow. Donc nous on va l'automatiser, hein, forcément, parce que c'est notre métier, mais si vous n'avez pas les outils Ivanti, il va falloir faire de la veille manuelle sur l'ensemble des éditeurs de toutes les applications. Donc, quand on voit des clients aujourd'hui qui patchent manuellement les machines, ou qui créent leur patch manuellement pour leur plateforme de distribution, pour du SCCM par exemple, on voit qu'en fait ils vont cibler 8 à 10 applications, parce que ça leur demande un temps phénoménal de suivre les patchs de chaque application, de packager l'application à la main dans l'infrastructure SCCM, et puis ensuite de le distribuer au niveau de l'infrastructure SCCM. Donc on a beaucoup de clients et de prospects aujourd'hui qui font ça à la main et qui veulent tout simplement évoluer vers une solution relativement automatisée qui vont leur permettre d'avoir cette récupération, cette signature, le packaging et l'analyse d'impact qui va être fait de manière automatique. Donc la deuxième étape, c'est l'analyse d'impact. Encore une fois, je l'ai répété suffisamment de fois, le scan des machines, c'est important pour savoir sur quelle machine est-ce que je vais avoir besoin de déployer ce patch. Je ne vais pas déployer mon patch à tout va s'il n'y en a pas besoin. Donc ça, nous, on va l'automatiser, on va faire cette analyse d'impact avec le reporting associé. Et puis ensuite, on a beau automatiser tout un tas de choses au niveau du process, nous, on va s'assurer que le patch s'installe, qu'il se désinstalle, qu'il correspond à la nomenclature, qu'il correspond, on va dire, aux bonnes pratiques qu'a l'habitude de mettre en place cet éditeur-là. Mais ce qu'on ne fera jamais, ce qu'on ne pourra jamais faire en laboratoire, c'est vérifier que le patch fonctionne dans votre écosystème. Si vous mettez à jour le framework .NET, si vous mettez à jour Internet Explorer ou si vous mettez à jour Java, il y a potentiellement un risque derrière qu'une application qui utilise le framework.net ne fonctionne pas, une application de votre réseau, de votre métier, une application business, une application de production, une application de pilotage de l'activité, ne fonctionne pas parce qu'il utilise une fonctionnalité particulière du .NET qui n'est pas supportée dans ce patch-là. Ceci dit, avec les patchs, ça marche. On a souvent le cas d'usage avec les patchs recommandés, qu'on est capable de gérer, mais très souvent, ce workflow de gestion des correctifs n'est pas un workflow de gestion du changement. On est là pour pallier des vulnérabilités, pour appliquer des correctifs de sécurité. Donc quand on parle de correctifs de sécurité, il y a très peu souvent des évolutions de fonctionnalités. Et une implémentation d'une DLL particulière ne va pas ajouter des fonctionnalités. Donc on a beaucoup de clients qui craignent finalement l'application du patch de sécurité comme étant un patch recommandé ou un patch de mise à jour fonctionnel. Quand on parle de mise à jour de sécurité uniquement, il y a très peu de cas où le patch ne va pas fonctionner dans l'environnement du site du client.
Ce qui n'empêche pas quand même d'avoir à faire cette phase de qualification sur un parc. Alors ce qu'on conseille, c'est en moyenne entre 3 à 5% du parc représentatif, avec des machines représentatives du parc. Si possible, éviter les machines de production avec des caractères de criticité importantes. Mais en tout cas, on peut prendre des postes bureautiques, on peut prendre et puis surtout, on peut les tirer au sort, ces machines-là, parce que si on utilise toujours les mêmes machines, bah, au bout d'un moment, les patchs qui fonctionnent toujours sur la machine, bah, ça va toujours fonctionner, et puis les patchs qui posent souci, on va avoir quelques soucis. Donc ça, on a plusieurs méthodes, on verra sur la slide d'après, mais l'idée, c'est de qualifier, d'avoir un écosystème de qualification qui va évoluer aussi dans le temps, et on peut le changer tous les semestres, une fois par an ou 2 fois par an, ça suffit, changer cet environnement de qualification. Ensuite, en fait, le retour de cette qualification va nous permettre de valider le bon fonctionnement du patch, et ça, idéalement, il faut que ce soit fait on va dire, entre 3 et 7 jours, parce qu'on n'a pas besoin de passer des semaines à qualifier un patch sur un environnement, c'est notamment pour un patch de sécurité. Encore une fois, je ne parle pas d'évolution, je ne parle pas de changement, je ne parle pas de politique du changement, je ne parle pas des politiques de recommandation, enfin de patch recommandés qui vont faire changer la version de l'application. On parle de mise à jour de sécurité. Donc la validation du changement doit intervenir très rapidement, entre 3 et 7 jours. Ce qui veut dire que si je prends le cas, par exemple, du patch Tuesday, je vais commencer ma qualification et mon analyse d'impact le mercredi. Je vais peut-être même déployer des patchs dès le mercredi, parce que les patchs vont être disponibles tout de suite dans la plateforme. Le mercredi, je vais déployer des patchs sur mon environnement de qualification. On va partir du principe que le mercredi d'après, je vais pouvoir valider mon patch fonctionnellement et commencer mon déploiement global. Ce qui veut dire que, voilà, une semaine après, je suis prêt à déployer mon parc. Après, je suis pas obligé de déployer mon parc en une seule fois. Si j'ai notamment un parc de postes de travail, bah, je vais le faire au fil du temps que les machines vont être allumées. Je vais pouvoir mettre en place du PoE pour allumer les machines la nuit, si c'est des machines des postes de travail physiques, pour allumer les machines la nuit, les scanner, les patcher, les redémarrer histoire que le patch s'applique et puis les éteindre. Comme ça, j'ai pas du tout d'interaction avec l'utilisateur. Bon, pour des postes nomades ou pour des postes portables, c'est déjà un peu plus compliqué de mettre en place du PoE, mais après, il y a la notion d'interaction avec l'utilisateur. Le déploiement d'un patch de sécurité peut être très bien fait entre midi et 2 ou peut être fait en dehors des heures de production. Pour des postes de travail, c'est rarement un problème. Pour les serveurs, on a souvent des plages de maintenance qui sont plutôt le week-end ou pendant la nuit. En fait, on va pouvoir planifier le déploiement global en fonction du rythme et en fonction du pilotage de l'activité, qu'on soit dans le contexte industriel, qu'on soit dans le contexte bancaire ou qu'on soit dans un contexte un petit peu plus petit sur une PME. On va être capable de s'adapter au niveau des contraintes de déploiement et avec voilà, tout un tas de templates de déploiement derrière. Donc en fait, finalement, le workflow, c'est celui-ci. Je vais sélectionner mes machines de qualification, je vais déployer mon correctif très rapidement après la mise à disposition du correctif par l'éditeur. Donc encore une fois, ça c'est un process qui va être fait quasiment toutes les semaines. Le déploiement peut être automatisé sur ma plateforme de qualification. Je peux dire, voilà, ça c'est mon groupe de qualification. J'ai, admettons, 30 machines dans ce groupe-là. Dès que le patch est dispo, je le déploie. Et ça peut être fait avec les outils Ivanti de manière automatisée. Ensuite, je vais m'assurer que le patch fonctionne. Donc je vais valider fonctionnellement que le patch fonctionne, avant potentiellement de marquer le patch comme étant un patch de déploiement global. Donc ça peut être sous forme d'un ajout de patch à un groupe ou tout simplement d'un déploiement manuel du patch, ou alors potentiellement, avec les outils Ivanti, on peut très bien ne rien faire, et le patch va se déployer de manière globale, c'est-à-dire que tant que je ne marque pas ce patch comme étant un patch qui ne fonctionne pas, par défaut, il peut même, on a des clients qui le font, qui industrialisent 100% du déploiement. C'est-à-dire qu'ils pilotent la validation fonctionnelle qui a été faite automatiquement sur l'assurance, suite à l'assurance qualité qui a été faite sur la qualification, et qui ensuite déploie les patchs de manière automatisée sans se poser trop de questions. Ça marche sur un périmètre, voilà, sur une PME, sur des postes de travail, ça marche très bien. Sur la partie serveur, c'est sûr que je ne vais pas déployer un patch SQL Server de la même manière que je vais déployer un .NET pour les machines, pour les postes de travail. Donc, ça va être deux poids, deux mesures. Donc ça, c'est le workflow qu'on conseille à tous nos clients, qu'on met en avant. Et encore une fois, voilà, on est là pour parler des bonnes pratiques et les solutions Ivanti, forcément, sont capables de vous faire mettre en place ce workflow-là de manière très simplifiée et surtout, on va dire, quasiment automatisée. On peut le faire à 100%. Après, il y a beaucoup de clients aussi qui ont des étapes de validation manuelle, histoire que les patchs ne se déploient pas de manière globale sur l'ensemble du parc. On a des vrais cas d'usage derrière, parce qu'on a énormément de clients et des gros clients, des très gros clients, même dans le monde bancaire, qui ont mis en place les produits Ivanti depuis
plusieurs années, que ce soit sur de l'environnement Windows, que ce soit de l'environnement Linux, ou même du Solaris ou de l'AX, hein, on a ce type d'écosystème. Ces clients-là ont diminué drastiquement. Ils étaient sur une phase de déploiement global entre 3 et 6 mois. Ils sont passés entre 3 à 4 semaines. Ça veut dire que dès qu'un patch, notamment un patch Microsoft, est diffusé, avant, ils mettaient quasiment 6 mois pour faire un rollout global du patch, un déploiement global du patch. Maintenant, ils vont mettre 3 semaines. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, ils ont gagné 5 mois d'exposition à la vulnérabilité en moins. Donc, ils ont intégré tout ça dans leur workflow. C'est vraiment la sécurité et l'exploitation qui a intégré ça dans leur workflow de mise à disposition des applications de gestion. Finalement, pour eux, c'est la base de la sécurité. Hein. On verra tout à l'heure, c'est un bon prérequis et un des premiers prérequis, quelles que soient les normes qu'on va utiliser, qu'on va regarder, que ce soit du PCI DSS, du P2I, du NIST ou je ne sais quoi, et même dans les GDPR, hein, on va avoir besoin de faire du patch. C'est la base, c'est j'ai une vulnérabilité, j'ai le correctif associé, je déploie le correctif associé pour tout simplement dégager la vulnérabilité. Je ferme la porte et ça me limite déjà à tout un tas d'attaques. C'est assez basique, mais voilà, je préfère le rappeler, parce que c'est pas forcément intuitif. Ça fait longtemps finalement qu'on a laissé les patchs, les clés du camion à l'exploitation, et on ne déploie pas de patchs parce qu'on n'a pas les outils, parce qu'on a un peu peur de déployer des patchs. Donc là, il faut plutôt revenir sur cette fausse idée, et voilà, on a la capacité de déployer des patchs à très très grande échelle, sans forcément avoir de crash complet de la production. Hein. Il n'y a aucun risque, enfin il y a des risques très limités en tout cas associés à ce déploiement de patchs pour la partie sécurité. Donc quelques exemples d'applications tierces. Alors voilà, sur la partie operating system, on en a parlé. Et donc voilà quelques applications tierces. Alors bon, aujourd'hui on en supporte une centaine, mais on va dire les plus couramment demandés, c'est les navigateurs. Alors, en dehors des produits Java, Adobe, hein, qui sont demandés vraiment par tout le monde. Les navigateurs, par exemple, mettre à jour un Chrome qui a en gros une mise à jour quasiment par semaine, voire plusieurs par mois en tout cas, des Firefox qui vont être en fonction de l'entreprise le navigateur par défaut. Les archiveurs aussi, hein, on pense souvent au 7-zip qui est mis dans le master Windows 7, hein, si vous avez encore des postes sur Windows 7, bah, le master Windows 7 il commence à dater un petit peu, il va avoir 5-6 ans, le 7-zip il a été inclus dans cette version-là, bah, le 7-zip il n'a pas évolué depuis. Pareil pour les VMware Tools, on les installe quand la machine est là et on n'a pas forcément fait évoluer derrière. Après, les outils d'administration, pareil, on a souvent le cas avec les FileZilla, clients ou serveurs, qui vont être mis sur des serveurs de production et très rarement évolués. Des outils d'administration type WinSCP, WinPK, ou des choses comme ça qui sont plutôt des outils d'analyse. Et puis tous les produits Microsoft, et plus de produits Microsoft même que ceux qui sont intégrés dans le catalogue WSUS. Parce que dans WSUS, par exemple, vous n'avez pas Visual Studio, vous n'avez pas toutes les mises à jour de Silverlight, vous n'avez pas toutes les mises à jour même des frameworks .NET. Parce que c'est pas des produits, c'est même des fonctionnalités, hein, si on parle du framework 3.5. Donc voilà, on les a pas sous forme de produits. Et puis par exemple, les visuels C++, on les a pas, enfin les installers, les Windows installers, tout ça, c'est pas inclus dans le catalogue Microsoft. Et pourtant, ce sont des composantes de base de la plupart des postes de travail et des serveurs. Donc chez Ivanti, on a finalement 3 produits hein, pour répondre à ces... Alors, je ne parle pas forcément de la partie Landesk historique qui inclut forcément la partie patch management par défaut. Là, on parle vraiment de produits uniquement dédiés au patch management. Donc on a un composant qui s'appelle Ivanti Patch for SCCM, qui est un composant dédié à l'environnement SCCM, en fait, qui va venir ajouter l'expertise et le catalogue d'applications tierces et de produits Microsoft. Parce qu'encore une fois, le catalogue WSUS n'a pas tous les produits Microsoft. Donc on va venir compléter le catalogue SCCM qui est déjà en place, on va venir compléter l'infrastructure SCCM qui est déjà en place, avec un catalogue d'une centaine d'applications, une centaine d'éditeurs, qui vont finalement intégrer complètement le workflow SCCM. Donc c'est un produit qui ne s'adapte qu'aux environnements SCCM, c'est-à-dire qu'il faut déjà être client SCCM, on ne va pas repartir du principe que voilà, on va réinstaller un SCCM pour faire du patch, ça n'a pas de sens. C'est beaucoup plus simple de partir sur des solutions, alors, historiquement Landesk, qui s'appelle maintenant Ivanti Endpoint Manager, qui ont beaucoup plus de fonctionnalités qu'un SCCM, mais si on a déjà du SCCM, on va être capable de compléter le catalogue Microsoft avec le reste des produits Microsoft, mais surtout une centaine d'applications tierces. Et ça, on a on va dire un client qui signe par semaine sur cette techno-là,
parce que ça apporte une vraie valeur ajoutée, ça apporte un vrai retour sur investissement, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, plutôt que de faire les 8 à 10 applications et les packaging à la main, quasiment plusieurs fois par semaine pour chaque application, bah, ça va être automatisé, la collection des updates va être fait automatisée dans SCCM, et on va utiliser le workflow, l'infrastructure, l'interface complète de SCCM. Il n'y a pas de composants additionnels à ajouter, on va utiliser l'agent SCCM pour faire les règles de définition, et on va intégrer tout ça vraiment dans le workflow SCCM. Donc il n'y a aucun changement d'habitude, aucune infrastructure supplémentaire. Ensuite, on a un produit qui s'appelle Ivanti Patch for Windows. Alors lui, comme son nom l'indique, son boulot, c'est vraiment de faire du patch spécifiquement pour les postes de travail et pour les serveurs et pour les infrastructures virtuelles autour de l'environnement Microsoft, ce qui représente quand même, on va dire, 85% de nos clients et on va dire, j'imagine plus de, enfin, si j'ai pas forcément les stats en tête, mais 85% du marché du poste de travail et du serveur aujourd'hui. Sur ce patch, on va être capable de le faire de manière très efficace, sans agent, avec une capacité de scan qui est bluffante, vraiment à chaque fois qu'on le démontre, alors je vous ferai une petite démo à la fin de la présentation, à chaque fois qu'on le démontre, le scan sans agent, on installe la console sur une des machines du réseau, on parcourt le réseau, on scanne le réseau, on a juste besoin d'un compte système forcément, des services RPC, des remote registry, mais qui est très souvent utilisé notamment dans les réseaux d'administration, et on va parcourir l'ensemble des machines, et en quelques dizaines de secondes, je vais avoir scanné plusieurs centaines de machines. Et c'est bluffant dans le sens où on va pouvoir faire du scan, de l'analyse d'impact, sans agent. Alors on peut le faire aussi avec un agent, pour notamment les postes portables et nomades ou les sites distants, mais par défaut, et notamment dans l'environnement data center, c'est vraiment un outil qui est très apprécié par les administrateurs système au niveau des serveurs, c'est que justement, on va avoir toute cette notion d'automatisation sur la virtualisation, sur le patch Windows, et surtout, potentiellement, sans agent. Et ça, c'est très important, cette notion de sans agent, notamment sur les serveurs, parce qu'on a beaucoup de clients qui nous disent « Non, bah, moi, je ne veux pas installer d'agent pour faire du patch sur mes serveurs. J'ai déjà en place tout un tas de produits qui vont me faire de l'agentless au niveau du VMware. Je veux faire la même chose sur mes serveurs. » Donc là, on est capable de le faire, et surtout de taper sur l'hyperviseur ESX pour aller scanner des templates et même les patcher. Pardon. Et puis le dernier produit, donc, qui s'appelle Ivanti Endpoint Security, qui va faire l'ensemble des plateformes avec du support Microsoft, du support Linux, du support Mac, du support de finalement toutes les plateformes que j'ai. Donc on a 10 systèmes d'exploitation, mais lui il va le faire avec un agent. L'avantage de Endpoint Security, c'est que derrière, notamment pour la partie Microsoft, on va être capable de l'intégrer avec de l'application control, du device control, voire même un antivirus qui peut être intégré directement dans le produit. Donc le produit, par défaut, peut ne faire que du patch sur tous ces environnements-là, mais on peut très bien, tout simplement, voilà, on va dire globalement, il s'appelle Endpoint Security, ce qui veut dire qu'il fait autre chose, il peut faire autre chose que du patch. Alors pour illustrer un petit peu si je retrouve ma souris, pour illustrer un petit peu la présentation, donc ça c'est le produit qui s'appelle Ivanti Patch for Windows, donc c'est le deuxième produit qui est dédié à l'environnement, on va dire, plutôt serveur, même si on a quand même énormément de cas d'usage sur la partie workstation. Le produit, l'avantage du sans agent, encore une fois, c'est que c'est très adapté à l'environnement serveur. Mais on va pouvoir vraiment faire l'environnement comme je veux. Donc j'ai par exemple, alors on va commencer par le plus sympa en fait dans l'outil, c'est être capable d'aller taper sur un ESX. Donc là j'ai un ESX qui est à distance et qui va nous permettre de voir l'ensemble des machines qui sont installés ou qui sont activés, qui sont dans l'inventaire de cet ESX-là. Donc ça marche directement avec le vSphere aussi. Hein. Là, je vais taper directement sur le ESX parce que j'ai que ça dans mes démos. J'ai les inventaires, on va dire les collections de machines. J'ai les systèmes d'exploitation. Donc, encore une fois, ce produit-là ne fait que du Windows. Donc là, j'ai du SUSE. Il sera potentiellement géré par l'autre produit Endpoint Security, mais il ne sera pas géré par ce produit-là. Et sur toutes mes machines Windows, je vais voir l'état. Je vais voir les adresses IP, je vais voir l'état des VMware Tools aussi, parce que ça va être important, parce que je vais utiliser les VMware Tools dans l'environnement VMware, je vais voir le nom de la machine, et même si la machine, c'est ça qui est important, c'est même si la machine est éteinte, donc là je vois que j'ai un statut en power off, et c'est un template, hein, c'est un Windows Server 2012 template, donc celui-là c'est mon template de base qui me sert à créer des machines en Windows Server 2012. Et ben, je vais être capable de scanner cette machine-là, rechercher les patchs manquants, système et potentiellement applicatif tiers, qui serait même inclus par défaut dans mes templates. Et je vais être même capable, en utilisant la base des outils VMware, donc sans rien installer ni sur mon VMware, ni sur mon infrastructure côté template, je vais être capable de scanner et de déployer les patchs manquants. Donc je vais démarrer la machine dans un environnement donc hors réseau, vraiment fait dans l'environnement VMware. Je vais installer mes patchs, je vais redémarrer ce template, et ensuite je vais l'arrêter.
Ce qui veut dire que la prochaine machine qui va utiliser ce template-là va déjà bénéficier du dernier niveau de patch, notamment au niveau des patch systems, si on parle de patch Microsoft sur la partie serveur. Et ça, c'est très important en termes de gain de temps quand on va mettre à disposition, notamment on a beaucoup de clients qui ont intégré ces outils-là avec des plateformes d'orchestration et d'hyperconvergence et de publication. C'est très en vogue, hein, cette notion de cloud public ou de cloud hybride, où on a, en gros, d'un simple clic, je peux commander une VM interne, ben, on va être capable de piloter la mise à disposition d'une machine avec une machine qui est déjà à jour. Donc j'ai pas la deuxième phase, une fois que j'ai mis à jour, j'ai mis à disposition mon template, j'ai 2 heures avant de mettre à disposition mon template parce que j'ai besoin de lancer mes Windows Update dessus. Donc là, j'ai plus besoin de faire ça. Et puis donc là, on va plutôt faire un scan, on va dire local, hein, sur des machines de démo. Donc là, bon, j'ai quelques machines. Au niveau du scan, donc je vais être capable, encore une fois, de le planifier. Ça veut dire que l'analyse d'impact, le scan en lui-même. Alors j'ai différentes méthodes de scan. Alors là, par défaut, j'ai vraiment un scan global avec l'ensemble des produits, uniquement sur les patchs de sécurité. Après, je peux avoir un scan all qui va me faire les patchs de sécurité plus les patchs en recommandé. Et puis je peux aussi avoir donc là des templates, je peux les créer en fonction, enfin je peux mettre le catalogue de produits que je veux, sachant que c'est pas parce qu'on met 100 produits que ça va prendre 10 fois plus de temps. Encore une fois, on parle de l'optimisation au niveau des règles de détection. Ces scans-là, je vais pouvoir les lancer une fois, je vais pouvoir les lancer maintenant, je vais pouvoir les lancer de manière récurrente. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais pouvoir lui dire, bah, par exemple, le patch Tuesday, c'est le 2e mardi du mois. Donc si je lance mon scan récurrent sur mon Windows Update, par exemple, je vais pouvoir lui dire, bah, s'il me lance une seule fois un scan par mois, ça me suffit à connaître mon analyse d'impact. Donc le 2e mercredi du mois, ça va me suffire. Ensuite, après ce scan, je vais pouvoir même automatiser le téléchargement du package côté console, côté serveur, mais aussi côté agent. Ça veut dire que juste après le scan, je peux aller récupérer le patch automatiquement et le pousser sur la machine. Voire le pousser sur la machine et l'installer tout de suite. Ça veut dire que je peux, si je planifie mon scan de manière régulière, maintenir à jour mon parc, 100% de mon parc, de manière 100% automatisée, sans que j'ai aucune interaction à faire. Dans la grande majorité des cas, les clients, on ne voit pas ça en production. Les clients peuvent jouer avec pour voir sur quelques machines d'administration. Dans la grande majorité des cas, même si on peut le faire, on a toujours une étape de validation manuelle au niveau du déploiement global. Par contre, cette méthodologie, là, j'ai sur My Demo Machine, je peux très bien avoir cette méthodologie appliquée sur mon groupe de qualification. Ce qui veut dire que dans mon environnement de qualification, je peux très bien déployer les patchs, 100% des patchs, sans avoir aucune interaction à faire. Et ça va se faire automatiquement sur mon environnement de qualification. Et si je ne détecte pas de problème sur mon environnement de qualification, bah, c'est que je peux marquer ce patch-là comme étant un patch à déployer global. Et ça va déjà me simplifier tout un tas de phases au niveau de mon déploiement. Bon, là, pour le principe de la démo, je vais juste faire un scan standard, et je vous montrerai comment faire un déploiement derrière. Donc, la première chose qu'il fait au niveau du scan, donc là je vois que le contenu a été updaté, on est le 27, donc c'était hier. Voilà, la dernière version du patch, donc j'ai lancé un scan ce matin pour éviter le téléchargement des nouvelles définitions, mais voilà, en gros le dernier contenu date d'hier, donc il y a peu de chances qu'on ait encore ce matin. Donc, mais la première chose qu'il va faire, c'est comme un antivirus, il va mettre à jour les définitions et les règles de détection de chaque machine. Ensuite, il va aller parcourir le réseau dans mes groupes de machines, donc là j'avais 8-9 machines. Il va aller juste vérifier si la machine est active. C'est-à-dire qu'il va aller vérifier si la machine répond, parce que ça sert à rien d'essayer de lancer un scan sur une machine qui de toute façon est éteinte. Ça, je vais le faire avec les environnements ESX, je vais le faire d'une autre manière. Et puis ensuite, il va aller vérifier les services et commencer son scan. Donc là, voilà, j'ai mes 9 machines, et il va, donc là, vous voyez, il a trouvé 9 machines, et il va lancer mon scan. Et là, que j'ai 9 machines, 50 machines, 250 machines ou 2000 machines, il va faire ça de manière industrielle. Alors après, on peut le limiter, on peut lui dire, notamment pour des économies de ressources côté console, on peut lui dire de faire les machines 20 par 20, 50 par 50 en fonction de ce qui va bien. Et là, il m'a fait en temps réel, sans que j'ai fait quoi que ce soit sur mes machines, sans que j'ai besoin d'installer quoi que ce soit, ça veut dire out of the box, comme on dit en anglais, en sortie du carton, j'installe ma console, je peux scanner mon réseau. Et j'ai rien à installer d'autre, j'ai pas besoin d'installer des agents. Et je vois que sur mon parc, j'ai quand même des patchs manquants. Alors même si plus je fais des démos avec mes plateformes et moins il y a de patchs manquants, j'en ai quand même l'avantage, c'est que toutes les semaines il y a encore des patchs manquants, donc ça arrive. Et je vois que voilà, j'ai à peu près une soixantaine, 80 patchs manquants. Ça c'est globalement pour chaque machine. Ensuite je vais pouvoir voir les résultats.
et à la suite de chaque résultat, générer ce qu'on appelle un executive summary. Cet executive summary, je vais être capable de l'envoyer par email automatiquement au propriétaire de la machine que j'ai scannée, au propriétaire du groupe de machines, à l'exploitation, à la DSI, à des utilisateurs, par exemple, que j'aurais ciblés pour recevoir ce type de scan. Ce rapport, c'est juste un PDF ou un email qui va être envoyé, qui va juste me donner des informations supplémentaires sur les machines les plus vulnérables, les patchs les plus manquants, le nombre de patchs manquants et la criticité, la sévérité, pardon, des patchs manquants. Et puis voilà, le nombre de machines scannées, le nombre de machines qui n'étaient pas là au moment où j'ai lancé mon scan, par exemple, et puis le nombre de machines qui avaient des agents. Donc ça, c'est déjà une première information immédiate suite à l'analyse d'impact. Ensuite, pour chaque machine, donc là j'ai le résultat, hein, la même chose que j'avais avant, donc j'ai un petit peu plus d'informations ici, j'ai déjà le nombre de patchs installés, le nombre de patchs manquants. Ici, je vais pouvoir grouper les patchs, je peux par exemple voir uniquement les patchs, si je veux voir que les patchs missing, je veux voir aussi les patchs missing. Si je veux être capable de voir les patchs installés, parce que potentiellement j'ai un souci avec un patch, par exemple un patch Microsoft, qui a eu besoin de, voilà, qui a eu un souci sur mon environnement de production, je vais pouvoir le désinstaller, c'est-à-dire que j'ai du rollback possible sur différents patchs. Alors, pas tous les patchs, parce que notamment les patchs applicatifs, si on parle là alors déjà sur le service pack, c'est non, parce qu'on n'a pas de rollback possible dans le service pack, mais ça c'est pas nous, hein, c'est l'éditeur de l'application. Donc forcément, si le patch est désinstallable, c'est-à-dire si on peut revenir sur la version N-1, on va être capable de le faire. Par contre, si c'est une nouvelle version de l'application, comme c'est très souvent le cas avec les applications, et là on le voit avec Java, la notion de désinstallation de ce patch-là n'est pas possible. Parce que quand on passe de Java Update 26 à 27, c'est ni plus ni moins qu'une réinstallation de Java 27 et une désinstallation de Java 26. Donc ensuite, tous ces patchs-là, je vais pouvoir les déployer, donc je vais pouvoir voir le nombre de machines infectées. Et je vais aussi voir, donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les méthodes de détection, je vais voir, alors si je prends un patch, voilà, par exemple un patch système, peut-être essayer d'en trouver d'autres, qui ont plus de vulnérabilité peut-être. Non, il n'y en a pas. Bon, là, voilà, j'ai toutes les informations sur quelle est la vulnérabilité ou quelles sont les vulnérabilités. Souvent, j'ai quand même plus de vulnérabilité que ça. Quelles sont les informations? Donc ça, c'est ce qui est importé, ajouté par l'éditeur. Celui-ci, par exemple, voilà, c'est une information qui a été ajoutée par notre expert. Ce patch-là, si on veut le passer, nous, alors Microsoft ne le dit pas, mais nous, on s'en est rendu compte, c'est que ce patch-là, par exemple, a besoin d'un service Things Stack Update, avec un autre bulletin. Donc soit on l'intègre dans les dépendances, soit il faudra l'installer à la main en fonction du type de patch. Donc ça peut être fait, encore une fois, la dépendance va être gérée de manière automatisée. Et puis, donc, je vais voir alors les règles de détection, c'est-à-dire que là, j'ai vu que c'est CVE-là, j'ai les KB Microsoft et tout ce qui va bien, j'ai les articles, si je clique dessus, si je clique sur le lien ici, il va ouvrir le site de Mitre, donc j'ai plus d'informations sur l'exploitabilité. Et puis, hop, forcément, j'ai cliqué, voilà, le site de Mitre avec toutes les informations, donc là, bon, c'est une CVE particulière. Et j'ai les règles de détection qui m'ont permis de détecter que la vulnérabilité, cette CVE-là, était présente. Et ça, c'est notre expertise, encore une fois, c'est le boulot qu'on a fait, nous, en amont, dans les définitions. On a analysé que pour ce patch-là qui correspond à cette CVE-là, si on n'a pas cette clé de registre sur la machine, dans Microsoft Current Version et tout ce qui va bien, eh ben, la vulnérabilité est présente. C'est-à-dire que si on la trouve, on va partir du principe que le patch est installé et on va aller un peu plus loin dans le scan. Donc c'est finalement, c'est pour ça aussi que c'est très rapide, c'est que c'est finalement très léger sur la machine. J'ai pour une CVE, pour un patch, j'ai 2 voire 3 règles de détection, ça va dépendre de... Bon, je vais essayer de trouver un autre exemple ici. Voilà, par exemple, celui-là, c'est la version de la DLL. C'est que si dans le pass, donc là c'est encore plus simple, c'est que je m'appuie sur une variable d'environnement. Silverlight Pass, j'ai une version de la DLL, si c'est pas cette version-là, forcément, c'est que la vulnérabilité existe. Et là, j'ai une vulnérabilité de type 2, donc avec un exploit qui peut être difficile, mais qui est présent. Ça veut dire que si je clique sur le détail de la vulnérabilité, c'est potentiellement une vulnérabilité qui peut être exécutée. Voilà, ça doit être un composant Silverlight, donc par rapport à un site web qui va utiliser le Silverlight, peut exploiter cette vulnérabilité. C'est pas parce que c'est compliqué à exploiter que c'est impossible. Donc ça rentre dans un patch de sévérité critique. Donc on peut après déployer de manière automatisée les vulnérabilités critiques importantes. Donc quand je vais déployer les patchs derrière,
Alors les service packs se déploient un par un, parce que c'est comme ça qu'on déploie des service packs, même si on utilise les outils Microsoft, les service packs se déploient toujours tout seuls. Donc si je veux sélectionner par exemple des déploiements globaux de patchs Microsoft ou applicatifs, bah, soit je déploie tous les patchs manquants, soit je déploie uniquement les patchs sélectionnés. Et dans mes templates de déploiement, derrière, je vais aussi choisir la méthodologie de déploiement. Est-ce que je veux interagir avec l'utilisateur? Est-ce que je vais demander, alors après j'ai différentes méthodologies hein, au niveau du scan, au niveau de l'interaction avec l'utilisateur, je peux lui afficher une pop-up, je peux l'autoriser à faire un snooze, j'ai oublié le terme français, mais voilà, une prolongation de la durée. Il va avoir une pop-up, donc je peux lui dire de redémarrer uniquement quand c'est nécessaire. Et puis l'utilisateur, donc il verra une pop-up qui sera dans sa langue, il aura un bouton comme ça, et puis il dit oui c'est bon, on l'installe. Non c'est bon, j'ai besoin d'un peu plus de temps. Donc il aura un bouton ici en disant non j'ai besoin de 60 minutes, une journée, 2 journées. Et puis bah, au bout du temps que je lui ai laissé, je vais forcer l'action d'installation, forcer l'action de redémarrage. Donc après c'est très simple, une fois que j'ai déployé mes patchs, la console va s'occuper du téléchargement, va aller pousser les informations sur les patchs et tout ce qui est mécanisme et script de déploiement et tout ce qui est définition du patch pour l'installation. Il va aller pousser le patch, il va les récupérer, on va pouvoir utiliser des serveurs de distribution si on est dans un environnement multisite ou multi-data center, et derrière je vais être capable de piloter mon déploiement. Donc si je fais un deploy ici, il va aller me récupérer les patchs, bon ça va être un peu long donc on va pas aller jusqu'au bout sur la démo, mais donc il va aller me récupérer tous les patchs qui vont bien, et ensuite il va aller me lister toutes les machines sur lesquelles il doit travailler,
Je suis de retour, alors j'espère que vous m'entendez. Aline, si tu es connectée sur la plateforme, a priori j'ai eu un souci de son. Bon, très bien. Alors je sais pas, du coup, je viens de voir ça sur le chat. Je sais pas où ça a coupé. Je vais peut-être reprendre. Bon, de toute façon, avec c'était surtout drag and drop sur la partie reporting. J'espère que ça n'a coupé que sur la partie reporting. Alors on va passer aux questions. Alors j'ai vu qu'il y en avait déjà qui avaient été posées. Donc vous pouvez utiliser le chat sur le WebEx. Alors je vais reprendre les questions depuis le début. Alors c'est un module qui est présent dans la solution Landesk Management. Alors le produit Landesk Management aujourd'hui a été renommé, qui s'appelle Ivanti Endpoint Manager. On a du Patch Manager dans Endpoint Manager qui va faire du multiplateforme, qui va faire la même méthodologie. Et dans la version 2017.3 qui sort là au mois d'octobre, on va intégrer les différents éléments du produit historique Chavlik avec le moteur d'analyse et l'ensemble du catalogue de patchs que je vous ai présenté. Alors il y avait une deuxième question, donc sur les rollbacks, alors j'ai en partie répondu sur la partie système. Sur les rollbacks, alors je vais mettre le déploiement en même temps. Sur la partie système, oui, on peut faire des rollbacks parce que les patchs, les applications le supportent. Et puis sur la partie applicative, c'est déjà beaucoup plus compliqué parce que ce ne sont plus des vrais patchs, ce n'est plus que des nouvelles versions de l'application. Donc le rollback, on est capable de le faire, on a la méthodologie pour le faire, mais le patch n'est pas forcément capable de se désinstaller, en tout cas de revenir à la version -1. Peut-on avoir une vue, rapport de l'évolution dans le temps des patchs d'un poste ou d'un groupe de travail? Alors, on ne va pas l'avoir dans les outils, quel que soit l'outil, alors que ce soit SSM, Ivanti-Patch for Windows, Ivanti Security, on ne l'aura pas. Par contre, on l'aura dans la partie dashboarding, ou quand on va créer des dashboards. Dans les dashboards ici, on va avoir les méthodologies, les déploiements, les time components notamment, qui vont nous permettre d'avoir le suivi en fonction. Donc il y en a ici, il y en a sur les time periods par exemple. Alors je ne sais pas si celui-là est peuplé si je prends là par exemple sur cette année, on va regarder, mais je ne suis pas sûr qu'il soit peuplé ici en haut. Non, il n'est pas peuplé. Il ne fonctionne pas, mais voilà, j'ai par exemple le suivi sur le mois, sur l'année, sur le quarter, sur tout un tas de plages horaires, ou sur les 7 derniers jours. Alors, peut-on procéder de la même façon sur les environnements Citrix? Alors, sur les environnements Citrix, on va les gérer de la manière, système. Après, j'imagine que vous faites référence à la partie virtuelle, politique, notamment de la politique de virtualisation. On ne supporte sur la partie scan des machines éteintes que l'environnement VMware. Tout simplement parce que c'est une technologie qui a été développée directement par VMware à l'époque où ils avaient racheté une société qui s'appelle Chavlik. Donc du coup, voilà, c'est VMware qui a développé cette technologie. On n'est pas, on n'est pas exclu à ce que Xen fasse la même chose, mais en tout cas aujourd'hui on n'est pas capable d'aller taper sur les plateformes de virtualisation de Xen, comme on n'est pas non plus capable d'aller taper sur la plateforme de virtualisation Hyper-V. Par contre, à partir du moment où la machine est allumée, on va la traiter comme une machine standard, que ce soit en poste de travail, un serveur, que ce soit du Xen, de l'Hyper-V ou je ne sais quoi. On n'a pas du tout de gestion particulière sur le Xen ou sur le Hyper-V. Mais vraiment que sur le VMware, on a cette capacité d'indexation. Alors, comment puis-je appliquer des correctifs sur des serveurs virtualisés? Finalement, comme sur un serveur normal. Ça veut dire que quand je vais avoir ma plateforme, alors je vais retrouver ma plateforme ici, quand je vais retrouver ma plateforme virtuelle ici, quand je vais faire mon scan, je vais lancer mon scan, je vais réutiliser la même méthodologie. Ça veut dire que la manière de faire le scan va être la même, que ce soit une machine éteinte, que ce soit une machine avec un agent, ou que ce soit une machine sans agent. Pour l'administrateur et pour le workflow, on va utiliser la même chose, c'est-à-dire que ça va être les mêmes clics aux mêmes endroits. C'est juste que la source de machine, ici j'ai un groupe de machines virtual machines, mais j'aurais très bien pu mettre dans ce groupe-là, j'ai que des machines virtuelles, mais j'aurais très bien pu ajouter, si par exemple je veux ajouter mon DC, j'ajoute mon DC qui n'est pas une machine de l'ESX, alors pour le coup c'est une machine chez Amazon, mais ça marche très bien. Donc les correctifs sur les machines virtualisées, et c'est une deuxième partie sur la question d'après, que se passe-t-il pour les machines éteintes? En fait, la méthodologie sur la partie VMware, sur les machines éteintes, en fait, on va scanner le VMDK. Donc, ce qui va nous permettre de gérer les machines virtuelles hébergées, mais aussi les machines virtuelles workstation, c'est-à-dire qu'on va les scanner
le répertoire dans lequel va se trouver les VMDK. Donc on n'a pas, voilà, on va dire qu'on n'a pas forcément d'intérêt à aller scanner Machine Workstation, même si on peut le faire. Sur la partie virtuelle, en fait, on va aller scanner les VMDK, on va aller lire le VMDK en utilisant les API et en pilotant finalement l'environnement vSphere. Et puis on va pouvoir aller mettre à jour les machines virtuelles en déconnectant le réseau. Donc ça, on le fait avec, encore une fois, les routines vSphere, enfin vSphere et VSIT. On déconnecte le réseau, on démarre la machine dans un environnement fail-safe, on patch, on redémarre et on éteint. Et forcément, on reconnecte le réseau pour qu'au moment où il y a le template qui soit utilisé, on va réutiliser cette partie-là. Donc, pour une machine éteinte, c'est comme ça qu'on va la patcher. Pour une machine allumée, on va la patcher comme une machine standard, hein, qu'elle soit allumée ou que ce soit une machine virtuelle ou pas. À partir du moment où elle est allumée, je vais la patcher dans son état actuel, donc en passant par le réseau. À quoi sert le connecteur Ivanti Patch for Windows lorsque l'on dispose de la suite LDMS? Les serveurs sont normalement couverts? Non. Alors, ça dépend du mode de licensing, surtout, enfin, LDMS, donc l'Endpoint Manager aujourd'hui, est en fonction du nombre de machines. Le licensing, sauf si vous avez une option de licence qui s'appelle TUM ou SUM, dans la grande majorité des cas, le licensing est au nombre de machines. Donc on a des clients qui gèrent les serveurs avec LDMS, et dans ce cas-là, vous allez pouvoir gérer le patch management avec les outils intégrés dans LDMS, dans la suite LDMS, comme vous le gérez aujourd'hui sûrement avec vos clients poste de travail. Mais dans la grande majorité des cas, et voilà, je parle pour les clients que je connais sur la partie patch, si le projet n'est que du patch de serveur et que les clients ne sont pas déjà intégrés dans l'environnement LDMS, c'est tout simplement parce qu'on n'avait pas envie d'installer un agent sur les serveurs. Et donc dans ce cas-là, le produit Ivanti Patch for Windows est tout trouvé parce que justement, on n'a pas besoin d'installer cet agent. Après, si vos serveurs sont déjà dans LDMS, si vous êtes déjà client ex-Landesk et aujourd'hui d'Ivanti Endpoint Manager, que vous avez un agent Endpoint Manager sur vos postes de travail, sur vos serveurs, utilisez les fonctionnalités de patch. C'est pas nécessaire voilà, encore une fois, on n'est pas là juste pour vous vendre des produits, on est là pour vous expliquer comment on doit traiter le patch dans Endpoint Manager. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais dans Endpoint Manager, on a tous les mécanismes pour appliquer ces bonnes pratiques-là. Le workflow, les diagrammes de Gantt, les suivis, on a tout cet mécanisme-là. Le moteur d'analyse va être changé, parce que le Vulscan aujourd'hui qui est intégré dans le LDMS est un peu lourd, un peu vieillissant, parce que voilà, encore une fois, le LDMS, on va dire historiquement, c'était surtout un outil de mécanisme de distribution, donc il va être changé. En 2017.3, on va intégrer le moteur ex-Shavlik, donc qui va permettre de bénéficier de toutes ces définitions et de la souplesse d'utilisation, pour avoir une utilisation encore plus efficace, notamment sur les postes de travail. Mais si vous avez déjà un agent LDMS sur vos serveurs, vous pourrez très bien l'utiliser, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Alors, a priori, j'ai fait le tour. Alors, j'ai une autre question sur la partie sécurisation globale du poste de travail, surtout la gestion du ransomware. Alors, dans mes présentations, là, j'ai vraiment surtout axé sur la partie patch. Alors, je vais surtout prendre la partie, une autre partie, donc sur la gestion des ransomware. En fait, on fonctionne avec une bonne pratique, donc qui s'appelle le NIST. Le NIST, en fait, c'est un ensemble de bonnes pratiques qui permettent aux organisations de, finalement, en appliquant, alors là, on voit qu'il y a 35 critères, en appliquant, on va dire, ne serait-ce que les 4 premiers, donc ça, c'est une statistique qui a été faite par le gouvernement australien, en appliquant les 4 premiers, donc en faisant du patch d'application, en faisant du patch du système, c'est-à-dire que le patch d'application est avant le patch système, donc c'est vraiment par priorisation. En faisant du whitelisting applicatif, donc vraiment de la gestion des applications et des DLL et des fichiers qui peuvent s'exécuter, et en restreignant les privilèges, juste les 4 thématiques qui sont là, et qui sont exactement le catalogue d'Ivanti, enfin le catalogue sécurité d'Ivanti, on va voir dans la slide qui est juste après, ça c'est vraiment nos 4 piliers majeurs, c'est du patch management pour les applications, du patch management pour les systèmes, de la gestion des applications et de la restriction des droits de l'utilisateur, même si on a la gestion des privilèges pour exécuter certaines applications en tant qu'administrateur. Juste en restreignant ces 4 éléments, en les mettant en place et en mettant en place ces 4 stratégies, le gouvernement australien, c'est pas Ivanti qui dit que, c'est le gouvernement australien sur on va dire des dizaines de milliers, mais je pense que c'est même plutôt des centaines de milliers de machines, a défini qu'en mettant en place ces 4 stratégies, en les suivant et en appliquant ces bonnes pratiques, on est capable de limiter et voire de supprimer même 85%
des intrusions. Alors, il en reste 15%, vous allez me dire, mais les 15%, on va utiliser d'autres modules, notamment les modules qui sont là. Mais juste les 4 premiers ici, sur le NIST, vont nous permettre de limiter 85% des attaques. Donc après, en fait, si on regarde par rapport au NIST, si on regarde le classement de l'utilisation de l'antivirus, c'est pas le premier niveau de défense. Et ça, c'est un problème aujourd'hui de beaucoup de clients, c'est qu'on a reposé la sécurisation, notamment des postes de travail, sur l'antivirus, en tant que premier niveau de défense. L'antivirus n'a pas été conçu pour ça. Donc du coup, forcément, les ransomware, et notamment les nouveaux mécanismes d'attaque, aujourd'hui, ces ransomware-là bypassent la plupart des éditeurs, enfin des antivirus classiques. Et on le voit bien, le NIST a bien compris que l'antivirus, aujourd'hui, c'était pas le premier niveau de défense. Le premier niveau de défense, c'est d'éliminer les vulnérabilités, de limiter ce qui va s'exécuter avec l'application whitelisting et de limiter l'exécution de cette application dans un contexte particulier en tant qu'administrateur. Donc en fait, encore une fois, en appliquant ces 4 bonnes pratiques, on va limiter tout le reste. Et on le voit avec alors une autre question sur le patch management, est-ce que c'est compliant GDPR? Alors il n'y a pas de compliant GDPR, il n'y a pas un bouton qui dit voilà, j'ai appliqué l'ensemble de ces stratégies-là. Même le NIST, qui a voilà, quand même 35 bonnes pratiques, ne va pas vous mettre en relation avec, en compliance avec la GDPR. C'est surtout la GDPR, c'est de l'organisation. Ceci dit, encore une fois, en respectant ces bonnes pratiques, on a de grandes chances d'éliminer la fuite d'informations automatisée. Ça veut dire en gros une attaque par malware qui va venir me voler des informations. Après, la GDPR, c'est d'autres choses, c'est l'organisation, c'est signer une charte d'utilisation des données personnelles, c'est mettre en place un DPO, de mettre la traçabilité d'informations, qu'on a dans d'autres modules, c'est pas le cas aujourd'hui, mais sur la partie device control, par exemple, on peut limiter tout ce qui rentre, tout ce qui sort, et surtout tracer ce qui est utilisé sur les postes de travail. C'est-à-dire que l'utilisateur, c'est quand même lui qui manipule la donnée. Aujourd'hui, c'est quand même lui le principal maillon faible dans l'écosystème. Et c'est lui qui va être finalement la cible des attaques sur la partie GDPR, parce que c'est lui qui aura manipulé la donnée qu'on aura perdue. Donc qu'il est copié sur une clé USB non chiffrée et qu'il ait perdu la clé USB, c'est quand même l'utilisateur qui est responsable de cette manipulation. Donc en évitant ça, on va limiter aussi les fuites d'informations. Donc si on rajoute à ces 4 modules-là du device control qui est mis en place avec une politique assez restrictive et de l'antivirus, on va dire qu'on va être au-delà des 99% sans aucun doute sur la sécurisation globale de l'information, et c'est ce qui est demandé par la GDPR. Donc le catalogue Ivanti est pas GDPR compliant, puisque ça n'existe pas, il n'y a pas de label aujourd'hui. Et puis de toute façon, Ivanti étant un éditeur américain, je ne pense pas qu'on ait le label du gouvernement français et de la CNIL comme étant un éditeur compliance. Mais en tout cas, on a suffisamment de produits dans le portfolio et de solutions pour la GDPR pour être capable d'accompagner tout un tas de clients sur cette réflexion-là. Bon, a priori, il n'y a plus de questions. Là, on a dépassé un peu l'horaire qu'on s'était fixé. On avait prévu 1 heure. Je vois qu'il y a encore, une quinzaine de participants. Donc, c'est plutôt bien. Ça veut dire que le sujet vous intéresse. Si, voilà, on était là aujourd'hui pas forcément pour parler des produits. On était là vraiment pour parler de la méthodologie de déploiement du patch. Voilà, un message très marketing peut-être, c'est que voilà, le patch, faut pas en avoir peur, c'est pas ça va plutôt vous limiter le risque que vous amener du risque. Donc puis on l'a vu encore cette année et on le verra sûrement encore l'année prochaine. Le fait de limiter le risque en déployant des patchs pour lesquels on a en palliant des vulnérabilités, c'est quand même la bonne pratique, c'est la base. On l'a malheureusement oublié au fil des années. On voit souvent des projets de patch qui arrivent après en 2004-2005, c'était des slammers, des blasters suite aux failles de sécurité dans SQL Server. Là, on l'a vu sur les postes de travail avec WannaCry, et puis on le voit de manière récurrente sur, voilà, malheureusement, et malheureusement, et pour vous et pour nous, parce que ça nous touche aussi dans le quotidien. On a de plus en plus d'attaques, et je l'ai montré tout à l'heure avec le Slack de Fortinet, on a de plus en plus d'attaques critiques qui touchent énormément de machines et surtout qui sont industrialisées, qui sont faites par des organismes très bien organisés et qui ciblent voilà, très rapidement ces vulnérabilités. Donc si j'avais un dernier mot, voilà, n'hésitez pas à nous solliciter sur un projet de patch, on va pouvoir, parce que là c'est vraiment une présentation globale, mais on va pouvoir trouver le bon cas d'usage avec le bon produit. On est le leader mondial du patch, on est capable de vous apporter des solutions sur tout un tas d'environnements, que ce soit du Windows, du Linux, du SSM ou d'autres environnements, même les environnements défense ou hyper sécurisés, on est capable de les traiter quand même.
Donc on a des solutions à tous les problèmes autour de cette gestion des correctifs. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, on est capable de vous accompagner sur des POC, sur des pilotes, sur des évaluations, et puis encore une fois de vous accompagner sur la mise en place de ces bonnes pratiques avec notre expertise et notre gestion voilà, notre expérience sur la partie gestion des correctifs. Je vous remercie d'avoir assisté jusqu'au bout, pour beaucoup d'entre vous, à cette présentation. Et puis j'espère qu'on aura le temps, voilà, qu'on aura l'occasion d'échanger sur cette thématique-là et plus globalement sur le catalogue de sécurité d'Ivanti. Je vous remercie, à bientôt, je vous souhaite une bonne journée.